Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 14e édition de cette balado SFTV. Donc, mon nom est Olivier Turcotte et ma compagnie ce soir, j'ai Pierre-Luc Dallaire et Luc Carbonneau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir! Ah, vous voilà. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça va bien de votre côté. Ah oui, ça Comme va super bien. d'habitude. Oui. Numéro 1. Par contre, contrairement à l'habitude, on va avoir une petite version ce soir de cette balado et c'est plutôt tranquille au niveau de la course automobile réelle cette semaine. Donc, on va passer rapidement au niveau des 24 heures du Mans. Donc, c'est le gros événement. Tout de même, on a eu quelques petites nouvelles au niveau du NASCAR. Donc, on va passer par-dessus ça, évidemment. On va aller voir ça un peu ce qui s'est passé. Ensuite, comme deuxième segment, eh bien, Pierre-Luc qui nous revient avec un autre quiz. Toujours aussi succulent les uns que les autres, évidemment. Oh! Ah, Ah, non, on Ah, l'entend les pas. buzzers fonctionnent pas. non, malheureusement, en fait, c'est un cliqueur. Ah, on me souffle à l'oreille à la régie. La régie me souffle à l'oreille que c'est déjà un quiz gagné d'avance par Olivier Turcotte. Non, Non, je suis pas sûr. non, en fait, non, ça se peut très bien qu'on oublie d'enregistrer ma voix, donc le quiz n'existera pas. Pour une fois. Et voilà. Et pour finaliser, bien évidemment, on va revenir sur les événements qu'on a diffusés la semaine dernière, donc la série NASCAR Cup, Tour de Valley Jonction, et pour finir le GT4 Sprint Challenge, donc deux épreuves qui avaient eu lieu la semaine dernière, vendredi dernier, qui ont été diffusées évidemment sur SFTV. Tout d'abord, messieurs, je veux commencer par l'événement fort, si on veut dire, de la saison de la course automobile. Et c'est un peu pompeux à dire, mais les 24 heures du Mans restent une institution mondiale au niveau de la course automobile. Et ce n'est pas en juin cette année qu'ils ont eu lieu, c'est bel et bien en septembre, samedi et dimanche dernier. Et Luc, aucune surprise, Toyota a gagné, mais qui a fini deuxième par contre? Euh, Est-ce qu'on avait le choix entre Toyota et Toyota? C'est ça, si je me trompe pas, comme choix de réponse? En deuxième, non. Blague à part. C'est l'équipe- ouais. C'est l'écurie Rebellion Racing, l'écurie suisse qui a terminé deuxième. Composé de Bruno Senna, Norman Nato et Gustavo Menezes. Menezes, oui, c'est ça exactement. Il faut-tu vraiment mentionner c'est quoi l'écart? Tu sais, on change un peu de Formule 1 Mercedes. Est-ce qu'on peut se plaindre de LMP1 Toyota ou. Ah, il y a LMP, il y a prototype Toyota et Il y a prototype le reste. 1. Ouais, c'est ça. En fait, c'est prototype hybride et prototype le reste. On va plus dire ça comme ça. Là. Ouais, exactement. Donc, Toyota qui a terminé 5 tours avec l'écurie composée de Sofia Florsch, comme on s'est amusé un peu sur les internets à rire un peu de Brandon Hartley, et de, bien entendu, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi qui ont remporté les 24 heures du Mans Ah, avec. c'était pas Brandon Hartley qui était là comme Oui, deuxième pilote? c'était Brandon Hartley. C'était une joke parce qu'on s'est beaucoup circulé dans les médias, dans les réseaux sociaux qui ont comparé Brandon Hartley à Sophia Florsch, qui est une pilote qui court en F3. Donc, désolé pour le manque de compréhension d'Olivier. Alors, Brandon Hartley et Nakajima et Buemi. Et si je ne me trompe pas, Nakajima a également fait de la F1, donc trois anciens pilotes de Formule 1 qui ont remporté les 24 heures du Mans. Comme quoi, lorsque personne n'est là, autre que Toyota, ben c'est Toyota qui gagne devant des autres écuries, c'est-à-dire Rebellion. Le pire dans cette histoire-là, c'est que, pour vous donner une statistique aberrante, pour confirmer ce que Oli disait tantôt, après 6 heures de course, on parle de 6 heures de course. Je pense que c'était déjà 2 tours, hein? Ils ont compté à partir du 100e tour, là, la LMP1 2 de Toyota Gazoo Racing avait 100 tours de fait. Ouais. Après ça, on avait une des voitures de Rebellion qui était à 99. L'autre voiture de Rebellion était à 98. Et l'autre voiture qui suivait derrière, excusez-moi, il y en avait deux à 100 tours, c'était les Gazoo. Au 5e rang, ah non, excusez-moi, mes excuses, je pensais que c'était une LMP1. Il y avait 4 voitures en LMP1, je crois. Il y avait 5. Il y avait l'écurie Bruno Spengler également, c'est important de mentionner. Bruno Spengler qui prenait part à l'épreuve, mais. Il faut dire que Bruno il y avait déjà 2 tours. par L'équipe qui était au premier rang avait déjà 2 tours d'avance sur l'équipe qui était au 4e rang. Ouais, non, c'est domination Toyota, hein. C'est ça qu'on parle. Il y avait juste 6 heures de fête, là. Il n'y avait pas 24 heures, là. Ah non, c'est absolument aberrant la domination que Toyota a. Puis c'est pas pour rien qu'au niveau du championnat d'endurance, on s'en va vraiment vers un type
de formule Hypercar. Puis on va permettre également de jumeler là, la IMSA avec le prototype 2 en championnat d'endurance dans quelques années. Ça ne sera pas dès l'an prochain, il va falloir patienter quelque peu à ce chapitre-là. Mais tout de même, il y avait une 5e équipe, comme tu mentionnais, en LMP1, Pierre-Luc, et c'est Bruno Spengler qui, malheureusement, n'aura pas pris part à plus du tiers des 24 heures du Mans. Il l'a échappé. Donc, ses coéquipiers Tom Dillman et Oliver Webb ont dû rapidement mettre un croix sur leurs 24 heures. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, c'était prometteur, malgré. On dit prometteur, mais on s'attend que le but, c'était de finir le meilleur du reste. Évidemment, on était un peu chanceux du côté de Rebellion, de la voiture numéro 1, qui a réussi à finir devant la voiture numéro 7 de Toyota Gazoo Racing. Si je me souviens bien du côté de cette voiture-là, eh bien, on a eu des problèmes au niveau du turbo, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a dû retraiter, ralentir si on veut. Mais tout de même, je dirais beaucoup de talent quand même dans cette catégorie-là, mais tout de même, si on regarde juste en dessous au niveau des LMP2, donc l'équipe gagnante, United Autosports. Ceux qui savent pas c'est qui, regardez du côté de Mercedes, du côté de McLaren, je fais les mêmes erreurs que Pierre-Luc. Regardez du côté de McLaren. C'est la même personne au sommet, c'est-à-dire Zach Brown. Donc ça me donne une idée du style de personnage. Paul Di Resta, donc, qui faisait partie de cette équipe. Au deuxième rang, l'équipe Jota avec Antonio Félix D'Acosta, qu'on connaît du côté de la Formule E. Anthony Davidson, que l'on connaît pour son passage chez... British American Tobacco. Non, j'osais pas dire ça. Racing. Non, j'osais plus dire du côté de Super Agu. Et Roberto Gonzalez, que malheureusement je connais un peu moins, mais tout de même on a fini deuxième de ce côté-là. Si on regarde l'équipe toute féminine, on en parlait un peu donc du Richard Mille Racing Team, donc Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, qui était là pour vrai, soit dit en passant, et Beitski Visser. On a fini 9e quand même, à quelques tours, mais 9e dans une catégorie qui était quand même assez relevée. Honnêtement, là, c'est une belle performance que, franchement, si j'avais un chapeau, je le lèverais, mais j'en ai pas. Donc, on peut pas faire des affaires qu'on peut pas dans la vie. Là. Mais tu pourrais lever tes cheveux, ce que Darla ne peut pas faire, mais bon. Bon point, Luc! Très bon point! Pour ceux que ça demande au niveau du GTE, eh bien, Niki Team, on a fini au 3e rang du côté de Aston Martin. C'est Aston Martin, par contre, qui a quand même remporté cette classe-là du côté du LMGTE Pro. Par contre, c'est l'autre voiture, la voiture numéro 97. Pour une fois qu'une 97 finit premier, hein? C'est plutôt rare, ça. Ouais, en effet. Donc, Alex Lynn, Maxime Martin, le Belge, ainsi que Harry Tinknell, donc, qui remporte cette épreuve. Est-ce que c'est un prélude pour la Formule 1 l'année prochaine? On l'espère. Avec Vettel, évidemment, qui va rejoindre cette classe. Et pour terminer du côté de la LMGTE amateur, donc Jonathan Adam, Charlie Eastwood et Sally Yoluch du TF Sport, une équipe britannique, qui remporte donc du côté amateur. On a quand même fini 7 tours derrière les pros, donc quand même bien de ce côté-là. On s'en sort relativement bien. Là. Mais moi, je pense que, comme tu le mentionnais, vraiment le spectacle là, dans ces 24 heures-là, c'était définitivement en LMP2. On a parlé des pilotes qu'il y avait là, mais c'est surtout... Bon, les écarts sont quand même pas mal plus petits qu'en prototype 1. Disons que ça l'aide un petit peu, mais quand on regarde, on parle de Jean-Éric Vergne notamment. On a mentionné Davidson, Albuquerque, Di Resta. Mais sincèrement, là, c'était extrêmement serré tout au long de l'épreuve. On regarde, il y a des pilotes comme Nick De Vries, Van der Garde également, qui a quand même fait des bons résultats. Donc, à ce niveau-là, moi, personnellement, je trouve que c'était vraiment la prototype 2 qui était plus à regarder parce que, sincèrement, messieurs, là, je pense que c'était clair, là, à moins que les deux moteurs hybrides lâchent, comme ça a été le cas en 2015 ou en 2016, ça aurait été surprenant là, que ce soit une écurie autre que une des deux Toyota qui remporte cette épreuve-là. Je pense pas qu'on Rebellion avait la moindre chance à la régulière de l'emporter. Non, en effet, je suis d'accord avec toi, Luc. Et sérieusement, j'ai hâte au niveau Hypercars parce que présentement, le WEC, c'est dommage, on va revivre un peu ce qui avait été vécu au début des années 90 quand on avait décidé de changer la réglementation pour aller vers des moteurs V10 3.5 litres. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous parle début des 90, V10 3.5 litres? Ben, moi, j'ai justement... On appelle ça des moteurs de Formule 1.
Ouais, exactement. Mais tu me parlais de ça, c'est surtout la fin de la domination de Mazda aussi aux 24 heures. Parce qu'avec Domination, leur en fait, du côté de Mazda, on a gagné une seule année et on a été chanceux. Ben, ouais, mais ils l'ont gagné en 93, mais en 92 aussi, c'était quand même bien parti, si je me trompe pas. Ouais, mais en fait, en 92, pour la petite histoire, c'est que Mazda avait construit la voiture pour être le plus rapide possible, mais le moteur n'a pas duré moins de 100 tours. C'était le but, justement, de Mazda, c'était de faire un peu un proof of concept, si on veut. Mais avec ça, en fait, l'année suivante, on était supposé de bannir, en fait, l'année suivante, c'est vrai, ces moteurs-là, les moteurs autres que les 3.5 V10. Ouais, adaptatif. Ouais. Et il y avait tellement pas de monde qui avait ces moteurs-là, parce que Peugeot, Mercedes. Oui, il y avait des moteurs développés pour la Formule 1, mais on n'osait pas trop les prendre de ce côté-là. On n'était pas tout à fait prêts. Donc, on n'a pas eu le choix de ramener les voitures de l'année précédente en disant OK, on fait une classe à part pour vous autres. Allez-y, vous n'êtes pas la classe supérieure officiellement, mais vous êtes là. Et ils ont remporté. c'est ça qui est arrivé quand même. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Là. Donc, voilà, et ça a été la fin de ce qui était à l'époque le World Sports Car Championship. Et par après, bien justement, là, du côté des 24 heures du monde, on a eu une baisse de popularité. On est revenu avec les voitures vraiment plus GT pour ensuite ramener les prototypes par après. Mais j'ai un sentiment là, que LMP1, si on continue comme ça va être soit de cette façon-là, ou soit la mort du GT1 qu'on avait vécu au début des années 2010, où justement ça coûtait tellement cher faire une voiture qu'au final, bon, on abandonne tout ça, on s'en va en GT3, on fait le GT1 qui est l'ancien GT2 pour garder au niveau de l'endurance. Mais le GT3 est devenu la classe reine et. Mais voilà. vous m'excuserez là, si je dis une boulette, là, mais je pense qu'en Hypercar, Porsche a déjà dit qu'il embarquait, si je ne me trompe pas. Il y en a plusieurs qui embarquent. Il y a eux autres, il y a Alpine, si je dis pas de bêtises également, qui est la version compétition de Renault maintenant. En F1, c'est pour ça qu'on. Peugeot aussi, j'allais mentionner, qui ont annoncé leurs intentions la semaine dernière également. Donc, on a plusieurs équipes, plusieurs manufacturiers en fait qui annoncent. Aston Martin, l'Hypercar, il y a une rumeur également. Ça n'a pas encore été démenti. Donc, c'est de voir est-ce qu'on va y aller réellement. Ça, c'est une autre histoire avec les poches profondes de Lawrence Stroll. Tout est possible. Donc, c'est à suivre de ce côté-là, mais j'espère vraiment voir la catégorie reine du WEC redevenir compétitive, voir ce qu'on avait vécu justement en 2016, 2017, 2018, 2016-2017, je m'excuse, où c'était fantastique. J'espère revoir ça. Moi aussi, je suis totalement d'accord. La fin des années 2000, début 2010, là, ça avait été tout simplement du bonbon. Il y avait plusieurs constructeurs, c'était vraiment sur la coche. Puis c'est confirmé, le Peugeot va vraiment sauter dans la danse aux 24 heures du Mans en 2022. Écoutez, si on a Peugeot, on a Alpine, on a Porsche, si Mercedes peut embarquer et Aston Martin aussi saute dans la danse, avec Toyota, à mon avis, Toyota va vouloir prouver également de rester dans la catégorie reine des 24 heures. Toyota va rester avec leur LMP1, je pense, parce qu'en fait, le Hypercar et LMP1 sont supposés fusionner ensemble. Donc, si je me souviens bien. Toyota va rester là. Écoutez, là, on se retrouverait avec 6 écuries d'au moins 2 voitures chacune. Là, je peux vous garantir qu'il y aurait du spectacle pas mal plus excitant qu'est-ce qu'on voit depuis les 4-5 dernières années. Tout à fait, donc vraiment à suivre de ce côté-là, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, eh bien, on va aller du côté du NASCAR parce qu'une bombe a été annoncée par The Athletic cette semaine. La série NASCAR Cup s'en irait à COTA, messieurs. Ouais. Je suis pas ça. Tu peux-tu répéter juste pour être sûr que j'ai bien compris? La série NASCAR Cup, pas la Xfinity, là. NASCAR Cup est à COTA la saison prochaine. La piste est apparemment sur le calendrier. Ben, moi, personnellement, pour avoir vu le circuit, pour l'avoir connu, entre autres, en Formule 1, le circuit des Amériques, pour ceux qui veulent les termes français. Merci beaucoup. Le nom du circuit est officiellement en anglais, donc. Oui, Circuit of the Americas, mais voilà. Du moins, allons-y avec la traduction wikipédienne de ce circuit. Pour être bien franc, quand vous regardez ça, moi, je prends ce circuit-là et je mets un circuit comme Infineon Raceway à côté. Je trouve qu'il y a des similitudes assez incroyables. Juste au niveau de l'enchaînement des gauches-droites que vous allez avoir en début de course, vous avez aussi des virages à 180 degrés, littéralement. Vous en avez
ben, c'est pas 180 degrés, on peut plutôt dire 160 degrés, là, à 2 reprises dans la course. Personnellement, si on a été capable d'apprécier le spectacle dans le temps avec ce qu'on appelait Sears Point, qui est devenu une Finian Raceway, qui a changé de nom à plusieurs reprises. Qui est rendu Sonoma Raceway. Qui est rendu Sonoma Raceway. Oui. Je pense qu'on va apprécier le spectacle au Circuit of the Americas. Par contre, ça reste un circuit qui est très long pour le NASCAR. Je rappelle que... On va au d'America, je tiens à le préciser. Oui, bon point. Mais j'allais. Ouais, là, ça vient de détruire mon argument un peu que j'allais mentionner. Mais je rappelle quand même, je veux quand même mentionner le point que NASCAR à Watkins Glen, on fait pas la version avec le boot. Ce qui est un peu dommage selon moi, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais, ils gardent ça un peu legacy, on va appeler ça comme ça, avec juste quelques virages. L'important, c'est qu'on ait le virage 3. Je salue mon ami Eric en passant qui n'est pas sur le panel. Il va comprendre assez rapidement. Et parlant de virage 3, je t'interromps 2 petites secondes, Pierre-Luc. Mais on parle de Watkins Glen, mais je vous invite donc après la balado à regarder la diffusion de la première course de la saison du iRacing Challenge qui est à Watkins Glen. Et le virage numéro 3, je m'attends à quelque chose de savoureux. Bref, je te laisse continuer. Mais du moins, là, tu me fais perdre un peu le fil. Mais pour être franc, ce qui va être intéressant à voir sur ce circuit, c'est tous les dégagements asphaltés. En NASCAR, je pense que ça peut être intéressant de voir ça. On va voir des pilotes qui vont vraiment pousser la voiture à la limite. Puis on le sait que le NASCAR, ils ont tendance à se pousser dans le derrière un peu, puis de jouer fort d'un coin, puis pas punir ben pour ce qui va se passer. Fait que je pense qu'un circuit comme celui-là, là, comme circuit routier, ça risque d'amener quelque chose de vraiment, vraiment relevé là, au niveau du NASCAR. Écoutez, moi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'on va utiliser le circuit en entier. On sait qu'il y a 2 portions de circuit possibles que l'on peut prendre. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on va prendre soit la portion ouest ou la portion ouest. Je doute fortement qu'on va vraiment prendre le circuit dans son ensemble. J'aurais extrêmement de la difficulté à croire ça. Parce qu'écoutez, oui, il y a la longue ligne droite qui est à l'arrière, mais à l'exception de ça, en circuit routier, on est habitué de voir vraiment que ça se pousse. Et si vous voulez que ça se pousse, il faut que ça soit rapproché, qu'il y ait beaucoup de virages. Et là, la longue ligne droite va faire vraiment distancer, si on veut, tout le monde, ou bien non, créer de la séparation. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Même avec les S qui, soit dit en passant, je détestais à Sonoma. Là, je vous fais une confidence personnelle. Là, j'ai toujours détesté Sonoma au plus haut point. Je vois mal les voitures de NASCAR aller sur ce tracé-là. Ben, je sais pas si on va utiliser juste une partie ou un autre. Parce que je regarde la façon que c'est séparé, là, ça ne fitera pas avec le NASCAR. Surtout que si par exemple on utilise le premier tracé, là, le tracé du bas, là, si on veut, là, juste savoir les virages qu'il va y avoir là, le petit S vraiment lent, le virage à 90 degrés, puis après ça, on tombe dans un enchaînement qui est relativement lent pour des voitures de NASCAR. Ça me surprendrait qu'on utilise juste une partie du tracé pour être bien franc. Ben moi, l'information que j'ai justement de The Athletic, j'ai l'article devant moi présentement, c'est la piste complète qu'on utilise, la version Grand Prix. C'est ce que je vois qui serait logique. C'est l'information que j'ai. Donc, c'est à voir ce que ça va donner. J'ai comme l'impression que NASCAR va se planter. Ben, on disait ça de l'IndyCar, ça a été un succès. Oui, mais l'IndyCar, je veux dire, t'avais déjà en IndyCar, tu as quelque chose que la F1 et le NASCAR n'ont pas, notamment avec le push-to-pass. Déjà là, en partant, ça te permet de favoriser le spectacle pas mal plus qu'un simple DRS en ligne droite. Le push-to-pass, tu peux l'utiliser de n'importe où est-ce que tu veux. Donc, à cette portion-là, je trouve que c'est plus facile et plus convaincant pour l'IndyCar. Pour le NASCAR, tu n'as pas d'artifice pour rapprocher nécessairement. Un coup qu'un pilote part, tu as de la zone de dégagement pas mal plus. Tu n'as pas de bac à gravier comme ce soit à Sonoma, qui est pas mal plus du sable que tout bac à gravier, ou encore à Watkins Glen, où est-ce qu'à part l'épingle, le carrousel, tu n'as pas grand espace de zone de dégagement asphalté. J'ai comme l'impression que ça va être beaucoup plus difficile de sortir la voiture de sécurité, à moins que les pilotes fassent exprès pour rester vraiment faire caler le moteur. Ce que moi je trouve intéressant, par exemple, c'est que si vous regardez le tracé là, bien attentivement, c'est l'enchaînement de la ligne droite entre le 11 et le 12.
c'est là que ça va brasser d'après moi. Parce que, c'est bien trop long. oui, En mais la NASCAR, ligne là. droite est longue, c'est vrai. Faut pas négliger la puissance de ces voitures-là en ligne droite. C'est sûr, c'est pas des monoplaces, on s'entend. Mais juste de voir les voitures foncer jusqu'au virage 12, puis essayer de faire des freinages appuyés avec des voitures de NASCAR, là. Ah, il y en a qui vont défoncer. Ça va. On va ferait brasser là, nos d'après moi, 600 mètres et ça risque de défoncer quand même. C'est bien ça C'est- le voilà. problème. Vous allez Donc- voir des voitures danser, là. Ça je vous le Et confirme. parlant de dépassement sur un virage, est-ce que vous pensez qu'un dépassement à la Verstappen sur Raikkonen, qui a été annulé évidemment, est possible? Non. Non. C'est Il ce y a que- pas de- C'est ce que je pensais, mais je voulais Il y a vous pas entendre là-dessus, messieurs. Donc... Même sincèrement, dans le 16, 17, 18, là, le Turquie. Le Turquie Memorial? inversé, ouais, le carrousel turc inversé, là. C'est impossible de passer à des voitures de NASCAR de large, là. C'est impossible. Sinon, vous devez sortir des limites de course comme c'est pas possible. Surtout à la sortie du 18. Fait que, je veux dire, il n'y aura pas de dépassement qui va se faire là. Ouais. Peut-être un petit plongeon là, Un petit au pump and virage run. 15 avant de rentrer dans le carrousel, mais à l'exception de ça, il n'y aura pas grand place pour dépasser le 12, le 15 puis le virage numéro 1. Je suis d'accord un petit peu à ce niveau-là. Sauf que je pense que du côté de NASCAR versus les autres séries, on va être très permissif pour ce qui est des sorties de piste. C'est pas de la Formule 1, puis on l'a vu là, avec le NASCAR, sont pas mal permissifs dans tous les aspects de la série, que ça soit positif ou négatif. Là, je lance ça comme ça. Mais moi, personnellement, je pense que si vous me donnez le choix entre Sonoma et Circuit of the Americas, Moi, je pense que des Amériques, ça, c'est Ah, sûr. moi je aussi. prends Cota, là. Je prends Cota. 100 000 à l'heure. Il y a à peu près les mêmes aspects de la course, sauf qu'il y a moi, je vois 2 points qui vont être névralgiques là, pendant cette course-là, puis ça risque d'être intéressant au bout de la ligne. Je veux juste compléter ce sujet-là en vous disant une chose, par contre, messieurs. On ne parle pas de remplacer Sonoma. On parle de remplacer une des dates au Texas Motor Speedway. Donc, ouais. Ça Donc, peut on être intéressant. ajoute un circuit routier. Et voilà, donc 4 circuits routiers la saison prochaine. Bah, ça veut dire ça va encore dans la logique, Charlotte Road. Ça va dans la logique où est-ce que NASCAR semble se diriger là, depuis les 4 dernières années. Et voilà. Et je veux juste terminer rapidement le point NASCAR en mentionnant l'autre petite bombe qui a été apportée cette Un semaine. 3 points du centre-ville. En effet, c'est bien envoyé. En espérant qu'on fasse plus que 3 points de playoff de son côté, par contre, du côté de Bubba Wallace. Mais justement, donc affiliation entre Michael Jordan, Denny Hamlin et Bubba Wallace. C'est Bubba Wallace qui va conduire la voiture qui sera donc qui appartient à Michael Jordan. Pour 2021, ça a été officialisé hier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on aurait une nouvelle voiture là, pour donner un volant à Bubba Wallace. Volant à temps plein la saison prochaine. Messieurs, vendre des Air Jordan, c'est payant. C'est payant. Il a de l'argent, ce Michael Jordan. Mais heureusement, c'est un de ses rêves là, d'acquérir une équipe de NASCAR. Mais en même temps, ça va dans l'ensemble de la cause aussi. Puisqu'il ne veut pas là, pour ce qui est du racisme et tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, derniers mois. Puis en plus, on fait un statement direct. On va chercher Bubba Wallace en plus. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il va être en plus avec Denny Hamlin comme associé. C'est Michael Jordan qui va être majoritaire cependant de l'équipe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça pourrait être intéressant. Moi, je dirais simplement ceci. Lorsque tu détiens une concession de la NBA, hashtag les Hornets de Charlotte, tu peux te payer pas mal n'importe quel club sauf la NFL. Fait que rendu là... Et encore là, il y a peut-être certaines équipes de la NFL que tu peux te permettre d'avoir. Donc, et voilà. genre les Bills, je pense qu'à 3 on peut les avoir. Ça vous donne une idée. Bon, rajoute quelques zéros, là, mettons 300 millions, là, mais c'est correct. Ouais, non, Mais, c'est mon point. Quand tu as une équipe de la NBA, là, tu peux pas mal te payer n'importe quel autre joujou, surtout qu'en termes de coûts fixes, là, une écurie de NASCAR coûte pas mal moins cher qu'une équipe de la NBA. En effet. Sans compter sponsor qui va aller chercher là, en plus. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes à se payer une écurie de NASCAR. Non, je pense pas non plus. Donc, ce qui complète notre partie course automobile réelle pour ce soir. Pierre-Luc,
Le temps du quiz, le quiz de Dallaire. Et cette semaine, sur quoi on va être quizé? Écoute, j'étais de mon côté, puis pour être bien franc, j'essayais de nous trouver un quiz intéressant. Puis j'ai Non, il n'y fouillé a un pas peu. de quiz. C'est ça qu'il veut dire. Il n'y a pas de quiz. Pas de twist. Il n'y a pas de quiz aujourd'hui, messieurs. Ah ben bonne Non, soirée tout le monde. Bonne soirée à tous. Non, c'est pas que je me suis creusé les méninges, mais j'ai fouillé un peu, puis je suis tombé. Je voulais m'informer à savoir comment que ça allait du côté de l'IndyCar. Il reste 3 courses à faire, puis Scott Dixon, à la prochaine course, pourrait officialiser un 6e championnat consécutif. Pas consécutif, mais en carrière en IndyCar. Puis bon, ben, bien souvent, ce que je fais, ben, j'aime bien ça aller voir des statistiques intéressantes sur Wikipédia. Moi, étant un bon fan de Wikipédia, je suis allé voir. Imaginez-vous donc que ce pilote-là est à sa 19e saison consécutive avec Chip Ganassi Racing. Wow. Ça se fait pas souvent. Puis vous le savez, là, on est des fans de Formule 1, puis on n'a pas vu ça, là, des pilotes de Formule 1 rester 19 ans avec la même écurie. Moi, personnellement, je pourrais pas donner de nom. J'en connais pas. Non, en F1, je suis d'accord, mais en IndyCar, est-ce qu'il y a Castroneves? Je pense que Castroneves a fait 20 ans chez Penske. Ah! Eh bien, peut-être que ça sera une de mes réponses pour mon quiz, mon cher Luc. Sait-on jamais? Parce qu'évidemment, tu as compris c'était quoi le thème de mon quiz. J'ai décidé d'y aller avec des pilotes qui ont été fidèles à leur écurie. Ne sont pas en ordre d'année consécutive. Je n'ai pas juste choisi des pilotes dans la branche de l'IndyCar. Donc, je vais juste tenter de vous les faire deviner. Donc, un quiz que peut-être pas qu'Oli va gagner cette fois-ci. Ah, peut-être que non. Peut-être que non, parce qu'on ne vise pas nécessairement la Formule 1. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. On va commencer le quiz à l'instant, messieurs. Donc, le premier pilote qu'on cherche, je vais essayer de vous donner le moins d'indices possible. OK. Un pilote américain. Ben oui. Connu, évidemment. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire. Ah ouais. C'est pas ce il a roulé sa bosse un peu partout. Autant en IndyCar qu'en NASCAR qu'en Formule 1. Luc. Oui. Mario Andretti. Et tu commences en force, mon cher Luc. Mario Andretti, c'est pas dans les plus longues streaks là, avec une écurie, là, je vous le confirme. Suite à sa dernière course, qui était en Formule 1 en 82, on se rappelle, c'était un remplacement chez Ferrari, si je ne me trompe pas. Cette année-là, il avait signé pour courir avec Newman Haas. Et il sera resté avec cette écurie-là jusqu'en 94. Je pense qu'il a pris sa retraite à l'âge de 52 ans, si je ne me trompe pas, de la série de la PPG IndyCar Series qui s'appelait à ce moment-là. Je pense qu'il voulait courir avec Michael, c'est pour ça qu'il a tiré sa carrière aussi longtemps que ça. Entre autres, oui. Malgré qu'il aura couru, si je ne me trompe pas, avec Nigel Mansell. Oui. Puisque c'est 93, si je ne me trompe pas. Donc, palmarès très intéressant. Quand je dis qu'il a touché un peu à tout, on a gagné en Formule 1, on a gagné le Daytona 500 et on a remporté un championnat d'IndyCar. Mm-hmm. Donc, pour être franc, chapeau. Bon, c'était mon plus facile, en tout cas, je pense. Mon deuxième pilote, américain aussi. Pilote très connu. Il a roulé sa bosse en NASCAR. Et lui, c'est 17 saisons consécutives avec la même équipe. Jeff Gordon? Malheureusement, non. Ah. Vas-y, Dallaire, prends ton temps. Vas-y, continue. Je peux dire qu'il a 428 top 10 en carrière. Est-ce que c'est un pilote d'IndyCar ou c'est un pilote de NASCAR? J'ai mentionné que c'est un pilote de NASCAR. 428 top 10, c'est un pilote de NASCAR. Si
plus de même. Si un pilote est capable de faire ça en monoplace, en carrière, dans une série, je lève mon chapeau. Peut-être Kimi Raikkonen, là, s'il roule jusqu'à ses 60 ans avec une écurie qui a du bon sens. Wow. Wow. Un pilote de NASCAR que. Ah! Tony Stewart. Non. Je vais vous donner un dernier indice. Il a remporté au moins un championnat de la série. Jimmy Johnson. Luc? Oui, Luc? Alonso. AJ. Non. AJ Ford third. Non. Ben, je vais vous dire la réponse, puis je vais vous dire aussi pourquoi que je voulais pas vous donner tant d'indices. On parle de Dale Earnhardt, senior. J'ai tellement pas osé. Hein? Ah, oui. Hein? Non. Oui, Non, il a couru de 1984 à 2001, évidemment, avec les incidents qu'on connaît, avec Richard Childress Racing. Je tiens à mentionner qu'il a fait un saut avec cette écurie pendant le restant de la saison 1981 aussi. Sauf qu'il a été couru, il a été couru par la suite en 82 et en 83 avec Budmore Engineering. Donc, puis il est revenu par la suite et il aura fait tout son temps chez Childress de 84 à 2001. On se rappellera qu'à la toute première course de la saison, il est décédé dans le dernier tour dans le virage 4. Je pensais que c'était que des pilotes d'IndyCar, ton quiz. Non, je l'ai mentionné au début. Je touche autant. Je confirme qu'il l'a mentionné. Je l'ai mentionné. Ce n'est pas. C'est juste pour faire un segue. J'ai parlé de Scott Dixon tantôt. Ça mentionne plus que des pilotes d'IndyCar. Troisième. Okay. J'en ai 4 en passant, messieurs. Troisième. Pilote américain. Encore une fois. C'est 25 saisons dans son cas. Je ne vous dirai pas ces années parce qu'évidemment. Je m'essaye. Je m'essaye. Je sais pas c'est qui en premier. J'ai pas pris la peine de. Je vais y aller avec Olivier. Carl Petty? Non. OK. Je l'ai devant moi. Le pilote que je mentionne a remporté 4 fois la Winston Cup. Ah, c'est pas lui. 25 ans de NASCAR? Avec la même écurie. Donc, consécutif. Okay. 25 saisons ou 25 ans? 25 saisons, parce qu'en fait, c'est de 92 à 2016, donc c'est ça. Faites le calcul. C'est... Number 24, Jeff Gordon. Eh oui, Monsieur Jeff Gordon qui a passé... Ouais. Qui aura passé, je vais juste vérifier pour pas me tromper, parce que ça serait décevant. Oui, il aura passé toute sa carrière. On parle évidemment en Cup Series. Je parle pas de Busch. Il a couru avec Bill Davis en Busch dans ses débuts. Mais en Cup, il aura couru toute sa carrière avec Hendricks Motorsport. 25 saisons, 4 championnats des pilotes. On parle de 95 là, de ma mémoire, ça je m'en rappelle. 97, 98 et 2001, l'année du décès de Dale Earnhardt senior. J'ai eu Bill Elliott dans la tête, j'ai fait non, va pas là. Non! Va pas là. En complément, je pourrais dire aussi qu'il a remporté le Rolex 24, le 24 heures de Daytona. Je vois à une reprise du moins, 2017. Complément quand même intéressant pour un pilote de NASCAR. C'est rare qu'on va les voir faire des exploits de la sorte. Qu'on les voit tourner à droite. Johnson avait terminé 2 fois deuxième, ça dit en passant. Mais bon, ok, je ferme la parenthèse. Oui, tout à fait. Dernier pilote. C'est un pilote pas américain. Luc, on va essayer parce que je gagne un coup. Oui. Luc Astroneves. Oui. Oh, come on! Un blanchissage en règle de Luc 3-0. Oui, Luc Astroneves. Le nombre de saisons?
Elio Ben- Castroneves, si on compte la saison activement, c'est 23 saisons consécutives parce qu'il a encore couru cette année aux 500 000 d'Indianapolis avec Penske. Merci, Oui. bonsoir. En fait, il est à sa 20e saison, Luc. Parce que sa première saison. C'est en 98. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi. C'est Il vrai n'était qu'on pas peut avec Penske en inclure 98, par contre, qui était avec. Oui, il était avec Oui, il était Hogan en avec 99. Il a signé avec Penske en 2000. Oui. En kart. J'avais oublié cette information. Il était avec Patrick en 98, je pense. Bettenhausen. Bettenhausen, ok, oui, c'est vrai, c'est lui qui avait remplacé Patrick Carpentier chez Bettenhausen. Oui. Puis ça me surprend. Je pense pas que je me trompe à dire que Castroneves se trouvait à remplacer soit Gonzalo Rodriguez ou Greg Moore, qui sont morts la même année. C'était supposé d'être 2 pilotes Penske. C'était pas une très bonne année, je vais vous dire, pour ce qui est de l'IndyCar. Puis encore moins pour Roger Penske. On va dire ça comme ça. Mettons que je vais faire sur l'année 2020, je pense. Oui. Je pense que oui. 21 saisons et ça continue dans le cas de Castroneves puisqu'on va rouler aussi en IMSA avec Penske. Donc, la même écurie, mais dans une série différente. Puis, il a roulé aussi cette année là, en IndyCar. D'ailleurs, il a fait le Indy 500 cette année avec Penske, toujours. Donc, lui, c'est du début à la fin, presque du début à la fin. Il va avoir été un pilote Penske. Il va sûrement terminer en tant que pilote Penske. Je vous rappelle, il a 45 ans, M. Spider-Man. Quoique maintenant, peu importe que vous courez en IndyCar, vous êtes propriétaire ultime de M. Penske. Ouais, dans tous les cas, c'est tous des pilotes Penske. Donc, parce que Roger Penske, important de rappeler, a acheté l'IndyCar à la fin de la saison dernière. Bon. Ouais, c'est pour ça que je disais que son année 2020 est plus préférable que son année 99 du côté de Penske. C'est pour ça. Donc, merci beaucoup Pierre-Luc. Très bon quiz. Par contre, je vais le retenir, celle-là. Hey, je peux te savoir, c'est quoi la marque finale puis c'est qui gagne? C'est un blanchissage de 3-0 pour monsieur Luc Carbonneau. Ah, d'accord, merci. Bon, ben, ça a l'air qu'il faut que je fasse comme un FIFA. Alt F4. On recommence. Et donc, voilà, oui, sur la Formule 1. Ah, monsieur, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas enregistré. Il faut qu'on recommence. Non, je blague. Donc, voilà, c'est ce qui complète le quiz. Troisième partie, donc, on va sur notre traditionnel retour sur le Sim Racing. Donc, les séries qu'on a diffusées évidemment la semaine dernière sur SFTV. Pierre-Luc, je vais commencer par la série NASCAR Cup Autodrome Chaudière-Vallée-Jonction. Finalement, un sans faute de notre côté. Vraiment, je pense qu'on est tous contents en fait de pouvoir amener la télé-qualité SFTV sur nos ondes. Mais en plus, toute une épreuve du côté du Texas Motor Speedway. Ouais, je voulais justement en parler en préambule. Vraiment, on a eu une course sans faille du côté de SFTV. On en est très fiers parce qu'on a eu beaucoup de problèmes dans les premières semaines à vous donner la qualité de SFTV. Puis on a réussi à mettre les bouchées doubles et puis de régler tous les petits problèmes qu'on avait. Les petits problèmes qui paraissaient petits, qui pouvaient paraître petits de votre côté ou moyennement gros, mais que de notre côté, ils étaient immenses, les problèmes. On devait livrer la marchandise et c'est ce qu'on a fait. Puis on en est très fiers. Puis on aimerait d'ailleurs remercier toutes les personnes impliquées aussi du côté de LM Productions qui ont su quand même nous aider à ce niveau-là puis qui ont été quand même très patients dans les circonstances. Puis, on aimerait aussi remercier les commanditaires de la série qui eux aussi, de leur côté, ont été très patients puis qui ont été très... comment je pourrais dire ça? Je cherche le terme, mais ont été très compréhensifs. Donc, vraiment, c'est chapeau. Maintenant, pour y aller avec ce qui s'est passé la semaine dernière, messieurs, on a eu toute une fin de course. Une très, très bonne fin de course. En général, ça a été une bonne course, sauf que un certain Fred Moreau a remporté la palme, messieurs. Au dernier tour, dans les derniers instants de la course, un beau dépassement sur Jean-Raphaël Morin qui lui aura donné la victoire. Fred Moreau, ça lui a fait du bien, puisque les 2 premières courses de la saison, ça a été chaotique. On a eu pas des difficultés en piste en tant que tel, puisqu'on allait amener la voiture à des bons résultats, mais on a été pris dans un accrochage au Daytona sur le Big One. Et puis à Atlanta, c'est une erreur de pilotage, malheureusement, qui aura coûté la course. Une rare erreur de pilotage d'après Moreau. Très rare, oui, exactement. Très rare erreur de pilotage, mais comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises,
on est humain, ça arrive même aux meilleurs. Donc, ça peut arriver à un Fred Moreau, mais il s'est très bien repris avec une victoire au Texas. C'était une course de 90 tours. On va y aller avec le top 10. Jean-Raphaël Morin, Frédéric Ladouceur au 3e rang, donc ça complète le podium. François Benoît, encore une fois, 4e. Encore un top 5 pour lui. Je veux dire, il connaît, mais je dis encore un top 5 parce qu'il faut considérer que la course à Atlanta, il avait fini, il avait gagné le stage. Donc, il est encore au top. Puis peu importe la course, il est là. Il est dans le top 5, il est dans le top 10. Il va chercher des points constants. Alex Pellerin qui complète le top 5. Steve Drouin au 6e rang. Steve Drouin, je veux vraiment en parler très rapidement. Il est parti derrière à toutes les courses. Et à toutes les courses, il a réussi la remontée pour le top 10. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, messieurs? Plus concrètement, Daytona, c'est 34 positions gagnées. On parle d'Atlanta. À Atlanta, il a terminé 9e. 30 positions gagnées pour Steve Drouin. Et si on parle de Texas, ben on parle de 23 positions gagnées pour Steve Drouin. Donc, dans les 3 courses, il est parti derrière, qui est peut-être une stratégie dans son cas. Il a réussi à ramener la voiture dans le top 10 les 3 fois. Donc, chapeau dans son cas. Pour compléter le top 10, Alex Murphy, Michael Tifo, Thomas Bélanger et Kevin Morin clôt le top 10 qui est évidemment dominé par les Chevrolet. 9 voitures sur 10 qui sont équipées de cette marque. Maintenant, si on y va avec le championnat par équipe, qui est quand même relativement important, Road Dogg Racing qui est maintenant à 238 points, à 42 points devant la Voie Motorsport. Donc là, on vient vraiment de prendre de large là, du côté de Road Dogg Racing, sans dire qu'évidemment c'est joué, là, on s'entend, rien n'est joué. Mais 42 points, c'est 42 points. C'est l'écurie iRock en passant de la Voie Motorsport qui sont au 2e rang. ISM Racing au 3e rang. KMR Warrior 2 au 4e rang. Et la deuxième des 3 équipes, la Voie Motorsport, cette fois-ci la Z28, avec au volant, c'était Ladouceur cette semaine qui était au volant de la 360. Ce n'était pas Michael Lortie. Et la 711 de Benoît. Et on va y aller avec le classement général. Après 3 courses, messieurs, Jean-Raphaël Morin est premier à 130 points. Ouh. 2 points seulement séparent François Benoît de Jean-Raphaël Morin. Donc, on vient tout juste de prendre le premier rang là, du côté de Jean-Raphaël Morin. Ben, François Benoît, je vais t'interrompre deux petites secondes, oui. Pierre-Luc. Tu parles de François Benoît, eh bien, tu mentionnais ses top 5. Eh bien, avec ces top 5-là, on est 2e au classement et il faut juste rappeler un petit détail. Les victoires ne comptent pas pour aller chercher, pour se qualifier pour les séries ou les éliminatoires. Donc, c'est très important d'aligner les très bons résultats. Et si on continue à avoir les top 5 comme ça jusqu'à la fin de la saison, on va les faire. Et en plus, on a les points bonus d'avoir remporté les étapes. Donc, ça va donner beaucoup de points pour ces éliminatoires-là et donner une chance de passer à la 2e ronde. Exactement. C'est primordial de finir les courses tout court et de les finir sur le tour du meneur, puisque comme on a pu voir dans les 3 premières courses de la saison, ce fut très payant d'être dans les tours des meneurs. Il y a à peu près 15 à 20 voitures qui sont dans ce fameux tour-là, dans cette fameuse distance-là. Donc, au bout de la ligne, c'est très payant de finir dans le top 15, top 20. Steve Drouin, avec ses beaux résultats, 4e pour l'instant, 118 points. Il y a 12 points seulement qui séparent la première de la 4e place. Donc, c'est très, très, très chaud. Là. Très serré. Alex Murphy complète le top 5. Puis je vais aller jusqu'au top 10. Bruno-Pierre Pinchot au 6e rang. Nicolas Rompré au 7e rang. Alex Pellerin au volant de la 818 de l'écurie Cap Motorsport au 8e rang. Fred Moreau qui fait son entrée dans le top 10 avec la victoire au Texas qui est maintenant à 32 points d'écart au 9e rang. Et Jerry Bergeron, la première des quelques voitures qui est seule, en fait, qui est indépendant, pas d'écurie, qui est à 92 points. 38 points qui séparent Jerry Bergeron du premier rang. Donc, très intéressant. Prochaine course à Richmond. Donc, le Richmond de 140, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Un bon circuit de 0.75 000, donc
Première short track de la saison. J'ai hâte de voir comment les pilotes vont se comporter, surtout au niveau des réglages. Il risque d'avoir un petit peu de taponnage parce qu'évidemment, là, on parle d'un circuit de 0.75 000 avec 40 chars sur la grille. Ça risque de se pousser un peu d'un coin. Il risque d'y avoir de l'action. J'ai vraiment hâte de voir comment les pilotes vont se comporter, puisque là, à venir jusqu'à date, on a eu une loterie et 2 circuits d'1.5 000. J'ai hâte de voir, avec la moitié de moi en distance, quel pilote là, va se démarquer là, du lot là, au bout de la ligne. Et les retardataires vont venir vite. Très vite. Oui. Très, très vite. Donc, rendez-vous vendredi, donc dans 2 jours pour ceux qui nous regardent en direct pour cette 4e ronde de la saison de la série NASCAR Cup Autonome Chaudière-Vallée Jonction. Merci beaucoup Pierre-Luc pour ce petit retour sur cette épreuve. On va maintenant aller du côté donc notre dernier sujet de la soirée, donc le retour sur la série EGT4 Sprint. Et Luc, de notre côté, ça a été équivalent du côté de l'action qu'il y en a eu. Il y en a eu de l'action du début à la fin. Et avant de te laisser la parole, juste mentionner... Je vais te laisser la parole là-dessus, mon cher. Je pense que j'ai assez parlé, ça va être à ton tour. Ah non, tu peux quand même... Je sais que tu as des choses à rajouter, Luc, donc je vais te laisser en rajouter aussi. Mais juste pour commencer, donc Jonathan Boivin, en ayant remporté la première épreuve avec Kyle Lamy, on lui a donné 50 kg de lest en pénalité. Et Isaiah Byers, ça a donné 30 kg. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat au final? Eh bien... Contrairement à ce qu'on s'attendait d'habitude, ce n'est pas Jonathan Boivin qui a remporté, mais Sylvain Ferrat, donc un pilote de la TX3, qui a remporté sa première épreuve de la saison du côté du circuit du Misano, devant Marc-Antoine Landry, qui nous avait montré des très belles choses lors de la première épreuve, on s'en rappellera, et Ludovic Daou, qui a mené la moitié, c'est pas le 3/4 de l'épreuve. Et après ça, malheureusement, je crois que c'est les pneus qui lui ont failli. On n'avait plus de rythme, on l'a rattrapé du côté des 2 autres, et le dépassement qui a été fait avec quelques tours à faire. Sylvain Ferrat qui a remporté cette épreuve. Effectivement, puis ça a été très serré entre les pilotes, là, soyons francs. Les 12 dernières minutes de l'épreuve ont littéralement été de toute beauté. Soyons francs, Marc-Antoine Landry et Ludovic Daou ont joué du coude plus que le client demandait. Je pense qu'on ne passera pas par 4 chemins là. Donc, on a même passé proche des doubles échecs en plein visage, mais ça, c'est un autre débat. Donc, ces deux-là qui ont ouvert la porte littéralement à Sylvain Ferrat à force de s'obstiner à qui va avoir l'avantage dans la file à l'épicerie. Finalement, c'est Sylvain Ferrat qui a eu le dernier mot dans ce trio de tête-là. C'était une bonne lutte. C'était vraiment de toute beauté. On a vu des 2 de large pendant de nombreux virages. On a vu des chassés croisés de part et d'autre, autant de la part de Ferrat, Landry et Daou. Donc, à ce chapitre-là, il n'y a rien à redire. Le spectacle à l'avant a vraiment fait le travail. Jonathan Boivin, qui, malgré 50 kilos de plus, termine 4e. Je ne sais pas si je vais en rire ou en pleurer parce que Guillaume Mador était même devant Boivin jusqu'à un certain point, mais ce dernier était incapable de trouver une façon de terminer son épreuve devant Jonathan Boivin. Alors, pour 50 kilos de plus pour la catégorie GT5, Boivin termine premier, mais 4e au général. Alors, chapeau là-dessus. Puis, moi, je pense honnêtement, ce que j'ai beaucoup aimé, on va peut-être un peu piquer mon écart, c'est qu'on aime. Disons que j'ai été déçu par le président de la Ligue, Julien Hébert, qui avait un coussin de près de 3 secondes et demie, qui a été incapable de gérer ce petit coussin-là face à un Mike Lacosta, qui, après avoir raté son freinage à l'amorce de la longue ligne droite à Misano, a littéralement dit au président de la Ligue: «Attention, c'est ma catégorie, je suis capable de te devancer». Il est allé chercher littéralement Julien Hébert en fin d'épreuve. Lors des 10 dernières minutes de course, on l'a vu vraiment cracher tout ce qu'il pouvait sur sa voiture. Et de son côté, Mathieu Bellavance a été plus que parfait. Puis là, la question qu'il va falloir se poser, est-ce qu'on va décerner le 10 kg à David Bélanger lors de sa prochaine course? Parce qu'il n'était pas là. J'aimerais avoir une confirmation par contre à savoir comment ça fonctionne. C'est les 3 premiers au classement général ou les vainqueurs de la dernière épreuve qui ont les kilos? Parce que lors de la dernière épreuve, Boivin a fait 50 kg. Byers, qui avait terminé 2e, a eu 30 kg. Et normalement, David Bélanger avait terminé 3e et aurait dû avoir le 10 kg, mais il n'a pas pris part à l'épreuve. Donc, est-ce qu'on va avoir un lest sur 4 pilotes lors de la prochaine épreuve? La question se pose en effet. Et en plus, s'il faut que Ferrat, Landry, Daou aient du lest et qu'en plus, on doit rajouter David Bélanger là-dedans, la porte sur Zola en Belgique, elle s'ouvre pas mal grande pour Jonathan Boivin.
En effet, la prochaine épreuve se passe du côté de Zolder. On en a parlé lors de la fin de notre reportage, Luc. Zolder qui a un petit historique dans cette série. Bon, moi, je sais pas si ça va se rendre aux oreilles de quelqu'un. Ah, il est là. Il écoute présentement. S'il vous plaît, si quelqu'un peut amener faire la danse de la pluie par miracle d'une quelconque façon, pour revivre quelque chose de spécial, je ne dis pas non. Si un JH peut faire la danse de la pluie, je vais être bien content. Là. Oh, c'était quelque chose comme épreuve. Ah non, c'était vraiment une course hors concours qui était sérieusement, c'était vraiment une course hors concours qui était spectaculaire. On avait décidé de mettre la surface de piste En fait, on n'avait pas décidé, c'était le serveur avait été, Le serveur avait été mis, je pense, sur une température au hasard et ça a tombé là-dessus. Et ça allait vraiment donné un brouillage de cartes de toute beauté en GT3. Moi, personnellement, j'aimerais ça qu'on revive au moins une course, qu'on soit obligé de venir mélanger les cartes un petit peu. Puis je pense qu'en étant sur le bord de l'océan Atlantique, où est-ce que la côte ouest de l'Europe est souvent propice à beaucoup de précipitations, bien qu'on puisse avoir un spectacle aussi enlevant qu'on a eu le droit lors de la saison printemps-été 2020. Ok, on confirme, Luc. Donc, oui, les 3 premiers au classement général, les 3 premiers en fait au classement de la course précédente. Donc, ça veut dire que dans la prochaine épreuve. Mélanger n'aura pas 10 kilos. Non, il n'aura pas 10 kilos, on ne lui donne pas. Donc, ce sera Ferra qui aura 50, Landry qui aura 30 et Daou qui en aura 10. Oh, le petit coquin, il y en a un qui sent bon. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il n'y a pas eu de points, effectivement, mais il s'en tire dans les circonstances. Voilà. Donc, on dit, je dis ça comme ça, j'ai déjà commencé à pratiquer sur piste mouillée, donc ton vœu est peut-être exaucé à suivre dans 2 semaines qu'on nous dit. Donc voilà, c'est ce qui conclut ce segment sur la série GT4. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans 2 semaines à Zolder. En attendant, par contre, nos prochains rendez-vous, donc dans quelques instants, restez avec nous car la première ronde de la saison du iRacing Challenge, la rediffusion sera présentée en direct du circuit de Watkinsland. Donc en Formule 3 pour ceux qui se demandent. Également, ce vendredi, notre programme double comme à l'habitude. Donc ça commence dès 19h55 avec la 2e ronde de la saison du GT Championnat Québec division Taxi du Nord en direct du Goodwood Motor Circuit. Et également à partir de 20h45 pour la 4e ronde de la saison de la série NASCAR Cup Autodrome Chaudière-Vallée-Jonction en direct du Richmond Raceway. En mon nom personnel, Olivier Turcotte, je remercie mes collègues Pierre-Louis Dallaire et Luc Carbonneau d'avoir été présents. Si vous avez apprécié, on vous invite évidemment à aimer la page de SFTV, à aimer également toutes nos publications, également à inviter vos amis à aller voir notre page sur YouTube. Et pour le reste, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition, la 15e cette fois-ci, de la balado SFTV. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine tout le monde. Salut! Ciao, ciao!